tout n'est pas écrit par avance. C'est pas parce que l'islamisme radical, dans ses différentes versions, n'a cessé de progresser, notamment depuis les années 70 et 80, j'allais dire que la messe est dite et que tout est écrit. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine d'analyse hebdomadaire géopolitique intitulé Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème aujourd'hui une sorte de panorama de ce qu'on pourrait appeler les ombres et les lumières qui se superposent dans cette région, restée toujours instable et tumultueuse. Alors avec nous pour en parler en ligne depuis la région normande en France, Frédéric Ancel. Bonjour et shalom Frédéric. Bonjour cher Richard. Vous êtes bien connu de nos auditeurs en tant que géopoliticien et essayiste, ainsi que professeur en sciences politiques à la Paris School of Business et aussi maître de conférences à Sciences Po Paris, en même temps que directeur de séminaire à l'Institut des hautes études de la défense nationale française. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages de géopolitique sur le Moyen-Orient et sur Israël, dont je cite quelques-uns seulement: Le Moyen-Orient entre guerre et paix, qui est paru en 1999, l'Atlas géopolitique d'Israël en 2008 et Géopolitique des printemps arabes en 2014, qui vous a valu le Grand Prix de la Société de géographie. Et enfin, vos deux dernières parutions, si je ne me trompe pas, à l'automne dernier, en 2020, c'était aux Presses universitaires de France, un ouvrage intitulé « Les 100 mots de la guerre ». Et tout récemment, vous venez de faire paraître aux éditions Autrement l'Atlas des frontières. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour ce tour d'horizon sur un pied, j'allais dire, j'ai recensé quant à moi 4 gros dossiers. Il y en a sans doute 400 000, mais les plus importants, les uns sont lourds de menaces et d'inquiétudes, et les autres peut-être prometteurs d'avancées et d'ouverture. Et le premier sujet sur lequel j'aimerais que vous nous disiez quelques mots, c'est en forme de nouvelle donne régionale. Est-ce que vous pensez, Frédéric, que cette prise du pouvoir en août dernier des talibans en Afghanistan et surtout la débandade américaine qui l'a accompagnée vont déstabiliser davantage encore la région ? Alors, c'est une question qui peut paraître extrêmement périphérique et très, très éloignée d'Israël, mais elle n'est pas tant que ça. Alors, juste avant de vous répondre, je voudrais indiquer ou rappeler que l'Inde, qui se trouve bien évidemment dans la région, est la grande rivale du Pakistan. Pakistan lui-même soutient les talibans. Donc l'Inde, aujourd'hui, est l'un des tout premiers partenaires commerciaux, y compris sur le plan militaire et surtout sur le plan militaire de l'État hébreu. Donc tout cela, ce qui se passe en Asie du Sud, n'est pas totalement déconnecté, en quelque sorte, de ce qui se passe en Israël. Alors pour vous répondre concrètement, non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la capacité de nuisance des talibans, elle est malheureusement extrêmement forte sur la population afghane elle-même, notamment sur les femmes, sur les gens qui souhaitent vivre pas forcément à l'Occident, mais en tout cas pas non plus sous la férule d'islamistes très bas de plafond, pardonnez-moi l'expression. Donc là, effectivement, ils sont extrêmement nuisants. Mais pas sur le plan géopolitique. Ils n'en ont pas les moyens et ils n'en ont pas la volonté. Ne croyons pas que les talibans sont des djihadistes. Ils ne font pas le djihad. Ce sont des islamistes locaux, enracinés dans les terroirs locaux, en quelque sorte. Et j'ajoute un point important. Une fois qu'ils ont mis dehors les Américains, le terme de débandade me semble un peu fort parce qu'en réalité, les Américains s'en fichaient d'Afghanistan. Ça fait bien longtemps qu'ils voulaient partir, depuis déjà au moins Obama. Enfin, en tout cas, effectivement, ça a été un peu piteux leur départ, mais ils n'en voulaient plus, de toute façon, de cette région. Donc, à partir du moment où les talibans s'installent, ils font face à 2 puissances très importantes qui, elles, restent sur le terrain. La Russie, qui n'a pas de frontière directe, mais qui a des bases, en tout cas, notamment en Ouzbékistan, qui a la frontière avec l'Afghanistan, et qui ne plaisantera pas au cas où les talibans souhaiteraient tenter de perpétrer des attentats chez des voisins favorables à la Russie, et surtout la Chine. Et il y a une frontière qu'on oublie trop souvent. Alors certes, 75 km, mais enfin une frontière entre la Chine et l'Afghanistan. Et on a bien vu, dès avant la prise de pouvoir par les talibans, que les Chinois avaient explicitement menacé ce nouveau régime, ce régime qui allait advenir quant à une déstabilisation. Donc je pense que les talibans resteront entre guillemets, je dis bien entre guillemets, tranquilles chez eux, ne déstabiliseront pas la région. Ils n'en ont ni la volonté ni les moyens. Alors, autre dossier bien plus brûlant, celui-là dont on parle encore évidemment plus et en permanence, et qui a d'ailleurs été ouvert depuis au moins 2 bonnes décennies, c'est l'Iran. Alors, selon vous, Frédéric Ancel, ce serpent de mer
du nucléaire iranien risque-t-il de déboucher sur un nouvel accord, peut-être in extremis, qui est souhaité par l'administration Biden, ou bien carrément à l'opposé sur un risque de plus en plus concret de conflagration générale au plan régional? Alors, je vais vous dire, je ne crois pas qu'il y ait de troisième alternative. Je veux dire par là que soit on revient peu ou prou à l'accord de Vienne du 14 juillet 2015, alors avec des modifications, parce que depuis, bien évidemment, il y a eu des changements, soit je crains qu'on aille au clash, notamment avec Israël. Je pense que pour Israël, le nucléaire iranien est une ligne rouge. Alors attendez, quand on dit le nucléaire iranien, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable non seulement d'être à l'état du seuil, autrement dit, s'arrêter au seuil de la capacité d'obtenir une bombe atomique, soit directement, enfin de la posséder, comme c'est le cas par exemple pour la Corée du Nord. Bon, je pense que ça, c'est une ligne rouge absolue pour l'État d'Israël, qui d'ailleurs a démontré ces dernières années, ces derniers mois, un rythme de plus en plus important et de manière de plus en plus spectaculaire, que Israël donc avait les moyens et la volonté d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Donc ça, je pense que si on continue comme ça, on ira au clash. Maintenant, je suis relativement optimiste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la politique étrangère de l'Iran est frappée, en tout cas a été frappée jusqu'à présent, au coin d'un certain rationalisme. Je ne suis pas en train de vous dire, ni à vos spectateurs, à vos auditeurs, que l'Iran est un régime sympathique. Loin de moi cette idée. En revanche, d'un point de vue strictement géopolitique, on a affaire à une politique de défense et affaires étrangères qui est relativement pragmatique, relativement prudente, ce qui est différent. On peut très bien être fanatique et être prudent. Bien. Et c'est le cas de la République islamique d'Iran. Et je pense par conséquent que le régime iranien, qui a été aux abois ces dernières années sur le plan social, avec un printemps iranien, qui a connu plusieurs secousses, qui a fait des centaines de victimes de tués et qui a vu le régime vaciller sur ses bases. Bon, je pense que ce régime-là a cruellement besoin d'en finir avec les sanctions américaines et les sanctions occidentales, qui lui rapporteraient peu ou prou un peu plus d'une centaine de milliards de dollars sur moins d'une décennie, ce qui est absolument considérable. En échange de quoi l'Iran accepterait de rester sous le seuil de l'obtention de la bombe. Écoutez, c'est ce qui s'était passé en 2015. Donc je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous garantir que c'est ce qui va se passer. Je ne suis pas à la place de M. Khamenei et encore moins du président fanatique qu'il a contribué largement à mettre au pouvoir. Mais jusqu'à présent, en tout cas empiriquement, je sais deux choses. Un, Israël ne laissera pas faire. Et deux, l'Iran, jusqu'à présent, en tout cas, je le répète, a une politique étrangère et de défense plutôt pragmatique et plutôt prudente. Alors, du côté des avancées régionales, parce que là, on a cité deux dossiers, vous nous avez expliqué qu'avec la Taliban, il n'y avait pas une grande inquiétude à avoir, même si ce n'était pas très agréable pour la population de ce pays. L'Iran, le point d'interrogation demeure, mais maintenant, du côté de certaines avancées régionales, et notamment si on englobe, comme j'ai osé le faire, une partie du Maghreb et de l'Afrique du Nord dans ce qu'on appellerait la grande région liée de près au Moyen-Orient. On peut citer comme point positif le récent éloignement du pouvoir en Tunisie et au Maroc des membres de la grande confrérie des frères musulmans qui ont été écartés du pouvoir, comme c'était le cas une dizaine d'années plus tôt en Égypte, par le coup du général Sissi qui est devenu président. Alors, ces frères musulmans aujourd'hui n'auraient-ils dans la région désormais comme bastion fort que la bande de Gaza et le gouvernement du Hamas ? Eh bien, pratiquement. Pratiquement, et ce que vous venez d'établir dans votre introduction extrêmement juste me permet de rebondir sur quelque chose que je défends depuis de très longues années, c'est-à-dire l'observation non pas journalistico-Twitter, ne le prenez bien sûr pas mal, mais les temps longs, brodéliens, les temps plus longs, des années, des dizaines d'années. Les frères musulmans, qui ont été créés en Égypte en 28, ont essaimé à travers le monde. C'est une confrérie absolument fanatique, extraordinairement dangereuse et qui reste extrêmement dangereuse, jusque d'ailleurs aux talibans en Asie centrale. Bon, mais tout n'est pas écrit par avance. C'est pas parce que l'islamisme radical, dans ses différentes versions, n'a cessé de progresser, notamment depuis les années 70 et 80, j'allais dire que la messe est dite et que tout est écrit. Regardez à quel point, mais vous venez de le dire, regardez à quel point dans l'ensemble du Maghreb, dans une partie d'ailleurs
de l'Asie du Sud, je pense au Bangladesh, et dans d'autres États comme en Irak, on a une perte de pouvoir ou d'influence. Hein, des islamistes radicaux, qu'ils fussent d'ailleurs Ikhwan, donc frères musulmans, ou que ce soit Daesh ou Al-Qaïda, qui ont beaucoup perdu dans leurs régions respectives, et notamment en Irak. Donc, il y a un certain reflux populaire. Vous l'avez bien dit, je voudrais citer le cas du Maroc, qui est extrêmement intéressant, hein, mais de manière plus générale, soit parce qu'ils sont en prison, comme en Égypte, effectivement, vous l'avez bien rappelé, soit parce qu'ils perdent dans les urnes à la loyale, comme au Maroc ou dans une moindre mesure en Tunisie, dans d'autres pays, effectivement, on assiste à un véritable reflux. Et c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, concernant la bande de Gaza, effectivement, le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, et il faut toujours le rappeler. Et là, malheureusement, on a une situation totalement bloquée, et je doute que le Hamas perde le pouvoir dans la bande de Gaza. Alors, est-ce que cette évolution, cet affaiblissement du pôle djihadiste guerrier, bon, avec quand même de forts bastions, on vient de le dire, n'est pas dû à la fois aux expériences complètement ratées, lamentables de ces forces lorsqu'elles ont été au pouvoir, notamment en Égypte, et puis aussi en Tunisie et au Maroc, où il y avait une majorité parlementaire, et aussi à leur désadaptation par rapport aux besoins socio-économiques des populations qui les jugent sur pied quand ils les voient gérer si mal les affaires publiques? Eh bien, exactement, cher Richard. On oublie systématiquement le social. Et je viens d'un pays, la France, où on compte 67 millions de politologues ou de virologues occasionnellement, mais où on ne s'intéresse pas suffisamment au social. Tout à l'heure, j'évoquais l'Iran. Évoquons les talibans. Vous vous rendez compte qu'après 20 ans de coalition qui a injecté plusieurs dizaines de milliards lourds, on n'a pas été capable de convaincre la population qu'elle vivrait mieux, mais notamment sur le plan social, socio-économique, comme vous l'avez bien dit, que sous les talibans. C'est absolument hallucinant. Souvenez-vous que, sachons nous souvenir que une partie, enfin l'un des moteurs de l'effondrement du bloc communiste, c'était le social, l'incapacité des régimes politiques communistes à assurer à minima un bien-être à la population. L'idéologie, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Regardez à quel point dans l'Afrique sahélienne et dans l'Afrique subsaharienne, les régimes tombent les uns après les autres, les gouvernements tombent les uns après les autres, pour le coup, des djihadistes parviennent à s'introduire, notamment au nord du Mali il y a quelques années, à chaque fois pour des raisons sociales, socio-économiques. Bon, et donc, ce que vous dites est très juste, et c'est la raison pour laquelle je suis relativement optimiste lorsque dans certains États comme le Maroc, que j'ai déjà cité, mais qu'il est très important de citer à nouveau, on a affaire à un gouvernement qui, sans une goutte de pétrole, réussit tant bien que mal à assurer un mieux à une partie, en tout cas, de plus en plus importante de sa population. Et on le voit bien parce que les islamistes, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, en réalité, ils restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire des idéologues, même si d'ailleurs, a priori, ils sont plutôt libéraux, hein, sur le plan économique au sens strict du terme, mais effectivement, ils ne sont pas sérieux. Hein, et le terme est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que les régimes non islamistes dans le monde arabo-musulman le sont, mais enfin, en tout cas, on voit bien que dans certains cas, ça permet de les faire refluer. C'est très, très important. Petite pirouette, si vous me le permettez d'une phrase, ce que je vous dis est vrai aussi pour les États démocratiques, c'est vrai pour un pays comme la France, c'est vrai pour un pays comme Israël. Il faut faire du social. Alors, question subsidiaire, suite à votre démonstration, comment expliquer dans ces conditions qu'à Gaza, le Hamas est au pouvoir depuis 15 ans, qu'il y a eu des révoltes, des manifestations, mais il est bien vissé à son califat, si j'ose dire, et rien ne semble pouvoir le remplacer pour l'instant? Ben, il n'y a pas d'alternative chez les Palestiniens. Aujourd'hui, le giron politique ou la classe politique palestinienne, elle est totalement bloquée, elle est verrouillée. C'est d'ailleurs vrai aussi à Ramallah, mais enfin dans des conditions bien sûr différentes et beaucoup plus proches de la démocratie. Enfin, en tout cas, on n'est bien sûr pas dans la situation de Gaza. Le Hamas est un parti totalitaire qui tient terriblement bien, malheureusement, une partie en tout cas de sa population, dans des conditions extrêmement difficiles, notamment sur le plan social, entre autres, d'ailleurs parce que le Hamas utilise l'argent naguère de l'Iran, aujourd'hui du Qatar, à construire des fusées, hein, et des obus. Bon, et si vous voulez, pour l'instant, effectivement, l'essentiel au sein de la population le suit soit pour des raisons alors ultra conservatrices, bon, soit pour des raisons nationalistes, puisque le Hamas joue beaucoup le
front et le dernier combattant du front sioniste entre guillemets, critiquant Mahmoud Abbas pour ne pas le faire prétendument. Je vous rappelle que au Liban, le Hezbollah joue exactement la même carte, du front du dernier bastion du front sioniste contre l'entité du même nom. Et puis il n'y a pas d'alternative politique. Le jour où il y aura une alternative politique dans la bande de Gaza, je pense que le Hamas tombera. Alors, pour terminer sur une note concernant côté lumière, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines passerelles de dialogue au plan régional, certaines avancées, les accords d'Abraham qui ont été signés depuis un peu plus d'un an à la fin de l'ère Trump et de l'idylle entre Trump et Netanyahou. Est-ce que selon vous, Frédéric Ansel, ces accords d'un genre tout à fait inédit, il faut le dire, qui ont été passés entre Israël, il faut le rappeler, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, bon, bien qu'aujourd'hui la situation est différente là-bas, et le Maroc, pourront-ils, selon vous, avoir la vie longue, produire durablement des fruits, voire s'étendre bel et bien peut-être à d'autres pays de la région ? Alors, avoir la vie longue, j'en suis tout à fait convaincu, ne serait-ce que parce que ces États ont tous reçu de la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis, des garanties extrêmement importantes, plus que des garanties d'ailleurs, des réalisations extrêmement importantes. Donc c'est évidemment, je le rappelle en 2 mots, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui pour le Maroc est absolument fondamental depuis son indépendance, et surtout depuis 1975. Bon. Et ça, c'était très très important. Et bon, au fond, passer un accord de reconnaissance avec Israël, ce qui était de facto réalisé, parce qu'il n'était pas très très difficile à faire, ça a été fondamental. Pour les Émirats arabes unis, c'est recevoir une escadrille de chasseurs bombardiers F-35 dernier cri. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour un petit pays comme les Émirats, de pouvoir disposer ça, c'est extrêmement rare, c'est un luxe. Bahreïn qui suit pour l'essentiel la politique des Émirats. Oui, le Soudan c'est un cas à part. Bon, enfin, je pense que ça se maintiendra quand même pour d'autres raisons. Donc tout ça pour vous dire que la pérennité, oui, j'y crois parce que ces réalisations sont perçues comme extrêmement précieuses par les États concernés, d'une part. D'autre part, je serais plus nuancé, les fruits. Alors, les fruits des accords d'Abraham, oui, avec les Émirats arabes unis. Ça, c'est une certitude. C'est un pays qui n'a jamais été en conflit avec Israël. La classe politique se moque totalement d'Israël. On fonctionne à la bédouine, c'est-à-dire qu'en réalité, on a affaire à un État très largement clanique, tribal, bédouin, qui perçoit Israël finalement comme l'état d'une autre tribu, qu'elle soit juive ou pas. Enfin, il s'en fiche complètement et la population, évidemment, n'est pas hostile à cela. Bon, face à un Iran très expansionniste dans la région et à des menaces djihadistes, Israël est extrêmement intéressant. Donc oui, là, les fruits, je pense qu'on peut en attendre encore beaucoup avec les Émirats. Le Bahreïn, sans doute, mais c'est un prophétie, mais sans doute aussi. Le Soudan, pas du tout, parce que le Soudan n'a à peu près rien à proposer. Et le Maroc, dans une certaine mesure. Mais surtout les Émirats, oui, c'est vrai. Mais vous voyez, je serais plus nuancé sur si vous voulez, c'est pas une révolution. D'un point de vue diplomatique, c'est extrêmement important. Et notamment parce que ça permet de planter le dernier clou dans le cercueil de cette espèce de vieille antienne, de vieille lune qu'on cultive malheureusement encore dans certains milieux, notamment en France, à savoir qu'il y aurait un monde arabe géopolitiquement uni et qu'il faudrait résoudre la question palestinienne, sans quoi ce monde arabe serait systématiquement hostile à Israël. Bon, tout ça est parfaitement ridicule. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'existe plus et les accords d'Abraham le démontrent. Mais je serais plus nuancé sur les fruits. Si j'étais aujourd'hui israélien, planificateur israélien, haut fonctionnaire israélien dans la défense, je m'attacherais davantage, en tout cas au moins autant, à des pays que j'ai cités, notamment comme l'Inde, des pays comme l'Australie, le Canada, des pays d'avenir qui sont extrêmement solvables et demandeurs de technologie israélienne. Autre et dernière question subsidiaire à ce propos, et l'Arabie saoudite alors, qui a failli, si Trump était resté aux affaires, peut-être aurait-elle déjà rejoint les accords d'Abraham, mais là, il y a plusieurs raisons qui l'ont empêché. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir bouger d'après vous ? Je ne crois pas que l'Arabie saoudite reconnaisse officiellement l'État d'Israël, simplement parce que ça lui permet d'éviter la vindicte de djihadistes fanatiques, pléonasme, qui la menacent d'ailleurs, qui l'ont déjà menacé, qui l'ont déjà frappé, mais là, qui trouveraient du biscuit supplémentaire, si vous voulez, pour la considérer comme un État ayant trahi absolument toutes ses propres fondations, notamment Ibn Abdel Wahhab au XVIIIe siècle, ce prédicateur fanatique qui a été à l'origine finalement du régime au pouvoir, tout en gardant finalement les intérêts d'avoir des relations indirectes avec Israël. Bon, en réalité parfaitement directes. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que là, je vois pas très bien
pourquoi, quelle serait la raison qui pragmatiquement pousserait Riyad au fond, à renoncer à cette espèce de position d'équilibriste extraordinairement, bien sûr, enfin, hypocrite, il n'y a pas d'hypocrisie en géopolitique, mais bon, que tout le monde voit bien comme faisant partie d'une scénographie. Je vois pas très bien. Si vous voulez, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite recueille les avantages, notamment en termes de coopération dans le renseignement avec Israël, donc recueille des avantages sans subir d'inconvénients supplémentaires en accueillant un ambassadeur à Riyad. Et puis, je vais vous dire franchement, pour Israël, ça ne change rien. Pour Israël, ça ne changerait rien non plus. Bon, ce qui est donc important pour ces deux pays, c'est la coopération en défense et en renseignement qui existe déjà, d'après ce que vous confirmez. Absolument, surtout en matière de renseignement, sachant que les Saoudiens, au fond, je vais vous dire, la reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite, elle n'a pas été officielle, mais elle s'est illustrée par l'acceptation que les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui sont deux États quasiment inféodés à Riyad, le deuxième totalement inféodé à Riyad, ouvrent des relations avec Israël. Si vous voulez, c'est ça qui a été le véritable marqueur. Pour le reste, qu'il y ait une reconnaissance officielle de l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que ça apporterait à Israël et qu'est-ce que ça apporterait à l'Arabie Saoudite? Pas grand-chose. Eh bien, merci Frédéric. Ce parcours, je dirais, non pas au galop, mais sur un rythme rapide, compte tenu de l'ampleur de ces dossiers. Merci de nous avoir consacré votre temps. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine et à bientôt, j'espère.